parle toujours de tech et précisément de véhicules tech aujourd'hui. On parle de la Tesla Model 3 Long Range 2021. Alors ce n'est pas une première pour moi dans le monde du 100% électrique. J'ai une Mégane E-Tech 100% électrique. Je passe ma petite annonce aussi en même temps. Franchement, j'en suis très satisfait. J'ai rien à dire sur la Mégane, mais au départ, je l'avais prise pour des trajets occasionnels et finalement, je me surprends à l'utiliser en fait plus que mon véhicule thermique. Et donc du coup, je me suis orienté vers un véhicule proposant plus d'autonomie. Je suis vraiment très content de mon achat, comme un gosse en fait. C'est exactement la couleur que je cherchais. Je trouve que l'on en voit un peu moins comme ça. On a plutôt tendance à voir beaucoup de blanche, en tout cas par chez moi. Et cette vidéo existe parce que si, comme moi, vous vous intéressez au Tesla et plus particulièrement aux modèles d'occasion, même si je ne suis pas expert auto, je peux peut-être répondre à pas mal de questions que je me suis moi-même posées avant et qui pourraient vous intéresser. Et en premier lieu, la question que l'on se pose tous, je pense, c'est l'autonomie. Oui, parce que ça reste un véhicule électrique, donc avec une batterie qui se dégrade avec le temps et donc en occasion, je peux comprendre que ça peut faire peur. Donc on va pas perdre de temps et on va aller directement dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le voir, mon véhicule a maintenant un peu plus de 88 000 km. Elle a un peu plus de 3 ans, elle est de juin 2021. Et quand je suis à 100% d'autonomie, donc là 367, je suis à 71%, quand je suis à 100% d'autonomie, elle m'affiche 514 km. Elle était donnée en 9 pour devoir afficher 543 km. Alors ce n'est pas un calcul hyper savant, mais pour faire simple, si on fait un produit en croix, 543 km c'est 100%, donc 514 c'est combien? 514 fois 100 divisé par 543, ça fait 94,6, donc 5,4% de dégradation pour un peu plus de 3 ans et 88 000 km comme on l'a vu. Et une perte de 29 km. Bon, évidemment, j'ai fait le calcul avant, c'était dans mes notes, je sors pas le résultat comme ça. Mais par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je trouve que c'est rien du tout en perte. Sachant qu'en plus de ce qu'on peut lire un petit peu partout, le gros de la perte, c'est dans les premières années. Alors, le véhicule, il va continuer de perdre un petit peu, mais beaucoup moins. Sachant qu'au quotidien, je ne la charge pas à plus de 80%, ce qui me fait un peu plus de 400 km, et honnêtement, j'en ai largement assez. Je la chargerai à 100% si je dois beaucoup rouler ou partir en vacances, comme c'est préconisé en fait. Sachant que là, ce que je vous donne, enfin ce que le véhicule vous donne plutôt, c'est en norme EPA, pas en norme WLTP. En norme WLTP, comme on peut lire un petit peu partout en Europe, mon véhicule il est donné pour un peu plus de 600 km. La norme EPA, elle a tendance à être un petit peu moins optimiste, on va dire, mais je préfère. Et puis surtout, elle ne dépend pas de votre style de conduite. Mon choix s'est porté plutôt vers un modèle 2021 puisqu'il a été restylisé par rapport au modèle 2019-2020, notamment le grand changement par rapport à la console centrale, donc qui est maintenant coulissante comme ça, donc qui offre un grand rangement et qu'on peut refermer en appuyant comme ça. Et le support téléphone à rechargement induction qui fait un peu plus premium, je trouve, comme ça, en matière comme du Dain ou du Nubuck. On a aussi l'ouverture du coffre qui est désormais électrique. On pourra l'ouvrir depuis la tablette ou en appuyant directement sur le bouton qu'il y a au niveau du coffre. Donc si j'appuie directement sur la tablette, j'ai une petite animation également et je vois mon coffre s'ouvrir en direct et je pourrais bien sûr venir le refermer depuis ici aussi également avec toujours cette petite même animation. De dehors, on pourra donc venir appuyer sur le bouton en bas du coffre pour que celui-ci s'ouvre. Et pour le refermer, on aura le petit bouton qui est ici en haut à droite. Donc, on va faire une ligne de confirmation. Il va venir se refermer électriquement. Et pour moi, la grosse différence aussi par rapport au modèle d'avant, je trouve que ça fait plus sobre et plus harmonieux, c'est les encadrements de portières, les poignées, les caméras qui sont noires, alors qu'elles sont chromées sur les générations précédentes. On a aussi quelques autres améliorations, comme le bois là, du tableau de bord qui revient sur le côté des portières, ou encore le double vitrage sur les vitres à l'avant. Mais en tout cas, je vous ai donné mes 3 critères qui ont conforté mon choix sur un modèle plus 2021 que 2019-2020.
Ensuite, côté conduite, alors on va en parler parce que ça reste une voiture, mais avec ses particularités quand même. Alors on est assis sur 445 chevaux, c'est ici une version grande autonomie dual motor, donc deux moteurs. Un plus gros sur les roues arrière de environ 280 chevaux et un à l'avant un peu plus petit de 165 chevaux quand même, donc ça pousse pas mal. Et sur le papier, ça semble énorme, hein. J'en avais déjà bien assez avec les 220 chevaux de la Mégane E-Tech. Mais honnêtement, et c'est une des premières réflexions que je me suis faite, la conduite, ça n'incite pas à rouler fort. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, hein, ni pourquoi, mais franchement, non, je n'ai pas envie d'appuyer comme un branque sur la pédale d'accélérateur, quoi. Alors oui, bien sûr, hein, sur une bretelle d'autoroute ou d'accélération, quand on appuie, ça c'est indéniable. On voit qu'il y a de la puissance, ça c'est clair. Mais franchement, on se sent bien à l'intérieur, on est bien assis, la direction, elle est plutôt dure. Alors ce n'est pas du tout un défaut, hein, au contraire, moi je préfère. Je trouve qu'on sent mieux le véhicule, on a l'impression de l'avoir plus en main. Alors après, la dureté de la direction, c'est aussi modifiable dans les réglages directement à l'intérieur de la tablette. Mais comme elle est, moi je la trouve précise et franchement, elle me va bien. La conduite à une pédale est vraiment agréable et le frein régénératif est suffisamment fort pour pouvoir freiner le véhicule, même le mettre carrément à l'arrêt. Ça, je ne l'avais pas sur la Mégane. Sur la Mégane, on peut faire ralentir la voiture, mais pas l'arrêter complètement. Là, c'est vraiment bien étudié. Alors bien sûr, hein, ce frein régénératif, il sera configurable, plus ou moins fort, hein. Pour ma part, il était déjà en mode serrage quand j'ai reçu le véhicule, mais ça me va bien. En fin de compte, il faut utiliser la pédale d'accélérateur un petit peu comme on utiliserait un embrayage, quoi. Il ne faut pas lâcher tout de suite son pied de l'accélérateur, sans quoi forcément le véhicule il va piler d'un coup. Mais après, avec un léger temps d'adaptation, on se prend vite au jeu et même je dirais que ça serait peut-être même compliqué de devoir revenir en arrière. Ensuite, on parle Tesla, donc on va forcément parler des systèmes d'aide à la conduite, enfin du moins on va les survoler. Donc il y a 3 niveaux d'aide à la conduite chez Tesla. L'autopilote de base, c'est ce que j'ai, qui comprend le régulateur adaptatif et l'assistant au maintien de voie. Ensuite, on a l'autopilote amélioré, qui est une option, hein, qui coûte quand même 3800 balles, qui comprend, lui, le changement de voie lorsqu'on va mettre un clignotant. Quand on est sur l'autoroute, par exemple, il va regarder derrière et s'il n'y a personne, vous pourrez doubler le véhicule. Vous pourrez aussi également, quand vous mettez le clignotant, prendre une bretelle de sortie d'autoroute. Ça marche aussi, et vous pourrez dégager le véhicule si par exemple vous êtes sur un parking et qu'il y a 2 idiots qui se sont mis de part et d'autre de votre véhicule, depuis l'application vous pourrez faire sortir votre Tesla. Et ensuite, le plus élevé, il y a la conduite entièrement autonome, donc c'est une option là qui va chercher les 7500 balles, et pour le coup qui voudrait complètement être autonome, c'est-à-dire faire toutes les démarches, du moins en ville, par lecture des panneaux, pouvoir conduire réellement toute seule. Alors chez nous en Europe, on n'y a pas droit, parce que, et plus particulièrement en France, parce que la législation ne le permet pas, mais d'après un communiqué récent, je crois que c'est de cette semaine ou la semaine dernière, si je ne me trompe pas, Tesla a fait un communiqué en disant qu'il serait en train de travailler pour ça, pour pouvoir le faire accepter chez nous. Donc à voir, mais potentiellement pour 2025, il pourrait y avoir du changement sur le FSD, donc la plus grosse option. Donc on a le régulateur adaptatif, hein, je ne vous apprends rien, c'est pas une technologie qui est nouvelle en soi. Donc on a une consigne de base qu'on donne en fait au régulateur, donc en l'occurrence moi 90. Et quand j'ai un véhicule qui me précède, il garde une distance de sécurité, on la voit ici, hein, le véhicule qui me précède est là, il garde une distance de sécurité suffisamment grande et en fait va ralentir le véhicule pour s'adapter à l'allure du véhicule qui est devant moi. Là, vous voyez, j'ai mis 90, le véhicule devant moi est à une distance de sécurité suffisamment proche, donc il me fait ralentir la voiture. Pour ce qui est de l'autopilote de base, donc on va venir l'activer en appuyant 2 fois sur la commande de régulateur de vitesse et ensuite 2 traits bleus s'affichent ici simulant en fait les rails dans lesquels le véhicule évolue. Il garde bien évidemment tous les avantages du régulateur adaptatif, hein, donc à savoir la consigne de base qu'on lui donne et le fait de freiner s'il y a un véhicule qui est trop proche pour pouvoir garder une distance de sécurité.
Et en plus, il va maintenir le véhicule dans sa voie. Vous voyez, là, par exemple, je ne tourne pas. C'est la voiture qui prend le virage toute seule. Voilà, c'est assez bluffant. Ça marche quand même relativement bien. Alors bien sûr, hein, ça ne dispense pas de devoir bien sûr toujours regarder la route, hein, question de sécurité. Ça serait aberrant de venir faire n'importe quoi. Et de toute façon, la voiture, si vous ne touchez pas le volant ou que vous ne regardez pas, plusieurs fois, elle va afficher des choses sur la tablette en disant bah, veuillez tourner le volant légèrement, histoire d'être sûr que bah, vous êtes en train de conduire et pas de vous occuper des gosses ou du chien qui est à l'arrière. Mais sinon, réellement, elle fait tout toute seule et c'est assez bluffant. Elle freine, elle réaccélère, elle prend les virages. Non, franchement, ça fait un peu bizarre au début, j'avoue. Ça fait bizarre, mais après quelques centaines, voire milliers de kilomètres avec, au final, j'ai beaucoup plus tendance à utiliser le régulateur adaptatif, qui lui va aussi également freiner et reprendre sa vitesse en fonction du véhicule qu'il y a devant nous. Mais au moins, voilà, on garde le contrôle sur le véhicule et ça évite, je pense, d'être distrait en mode la voiture fait tout pour moi de toute façon, donc j'ai pas besoin de regarder la route. L'avantage aussi chez Tesla, et on le sait, c'est son réseau de superchargeurs. En plus, on en voit de plus en plus, j'ai l'impression, chaque jour. Mon modèle, lui, peut encaisser jusqu'à 250 kW de charge. Alors, ce sera un pic, hein, ce ne sera pas tout le temps 250 kW comme ça. Ça va faire un pic à 250, se stabiliser un peu, et ensuite ça descendra. Mais il n'empêche que ça permet en 25-30 minutes de passer de 20 à 80%, ce qui est plutôt pas mal quand on fait beaucoup de route et qu'on doit s'arrêter pour charger. Pour la maison, j'avais acheté une borne de recharge de chez WattSatitude, je vais vous la montrer. La voilà, hein, donc elle est juste à l'entrée de mon garage, donc c'est une borne de chez WattSatitude. C'est une borne qui charge à 7 kW. L'avantage, c'est que chaque élément est indépendant. Et en plus, celle-là, elle fait Wi-Fi, donc pour pouvoir paramétrer la charge. Et puis directement accroché sur la borne, j'ai mon câble avec la prise T2 qui est juste ici. Franchement, ça marche super bien. Donc je vous encourage à aller voir ce qu'ils font et ils font du super boulot. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc je l'ai installé moi-même pour ma Mégane à la base et bien entendu, elle sert pour la Tesla. Et avec une charge de 20 à 80, je mets à peu près 5 heures, 5 heures et demie pour recharger le véhicule, ce qui est largement suffisant pour moi en fait. Alors on ne va pas faire le tour de toutes les fonctions de la voiture, hein, ce n'est pas le but de la vidéo. Il y a déjà bien assez de vidéos et de tests qui ont été faits et bien avant moi. Si jamais en tout cas vous voulez que je fasse une vidéo sur un thème en particulier, dites-le moi dans les commentaires, hein, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, pour le coup plus spécifique, ou simplement si vous avez des questions, n'hésitez pas, je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre à l'immense majorité. Néanmoins, sachez que toutes les fonctions de réglage en fait sont présentes et passent par la tablette, et comme tout objet tech, vous aurez bien évidemment un navigateur internet, vous allez avoir Netflix, YouTube, Twitch, on aura l'accès à plusieurs services de streaming audio aussi, vous aurez YouTube Music, Apple Music, Spotify, vous avez un excellent GPS pour la navigation qui, lorsque vous ferez beaucoup de route, vous prévoira de vous arrêter sur les superchargeurs sur votre chemin. Ça permet de juste rouler en fait, hein, sans se prendre la tête et d'apprendre à faire confiance à la voiture. Pour conclure, hein, je pense que vous l'aurez compris, mais je suis totalement satisfait de ma Tesla. Il y a énormément de points positifs et les points négatifs, oui, il y en a forcément. Hein, c'est dur de trouver aujourd'hui un produit où il n'y en a pas, mais franchement, ils viennent pas entacher du tout l'expérience. Il y a le Tesla Vision hein, qui n'est pas toujours très précis, notamment sur les manœuvres, hein, quand on se gare. Les distances affichées, des fois, on ne sait pas d'où ça sort parce que pour le coup, elles sont pas bonnes du tout. On a les essuie-glaces automatiques aussi qui se déclenchent soit pas assez, soit trop. Des fois, ça mériterait qu'ils aillent plus vite et ils le font pas. Et des fois, on a 3 gouttes sur le pare-brise et ils partent comme des branques. C'est rien de grave, encore une fois, hein, mais c'est curieux sur un véhicule de ce niveau de trouver ce genre de dysfonctionnement. Et j'aurais peut-être bien aimé aussi un petit essuie-glace sur la lunette arrière. Mais sinon, je n'ai pas trouvé de défaut majeur rédhibitoire, hein, honnêtement. J'avais fait pas mal de recherches sur ce modèle et maintenant qu'elle est là, franchement, je ne regrette pas du
du tout. Même si j'étais enchanté de ma Mégane, hein, qui marche très bien et qui a d'ailleurs un look d'enfer, je trouve aussi. Mais là, c'est quand même plus confortable pour moi de savoir que j'ai plus d'autonomie. Donc oui, hein, en 2024, une Tesla long range de 2021, bah, ça vaut forcément toujours le coup, hein, surtout quand on sait que la plus grosse inquiétude vient de l'autonomie des batteries et comme on l'a vu, bah, franchement, la perte, elle n'est pas significative. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Hein. Comme vous l'avez vu, ce n'était pas vraiment un test, hein, mais ce n'était pas non plus le but de la vidéo. C'était plutôt de rassurer, de partager et d'échanger aussi sur l'achat d'une Tesla en occasion. Merci d'être resté avec moi en tout cas jusque-là. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager et me l'écrire en commentaire. Ça me fait toujours autant plaisir. Je vous dis à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. En attendant, restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat, à plus. Les amis, je suis en plein sur le montage de la vidéo, je viens de voir tous les rushs et je viens de voir que j'ai un œil qui est éclaté, donc j'ai pas la myxomatose, certainement un vaisseau qui a dû péter, tout va bien. Je vous embrasse, à bientôt. Ouais, ça va.